Dans le sud de l'Égypte, il est une île qui fascine les voyageurs depuis des siècles. C'est un site spectaculaire. Philae, la perle de l'Égypte. Sur ce rocher qui émerge du fleuve, depuis l'époque des derniers pharaons jusqu'aux Romains, de puissants souverains ont fait bâtir des sanctuaires monumentaux. Par la suite, les temples ont été pillés et vandalisés. Et au XXe siècle, la construction successive de 2 barrages a scellé le destin de l'île. Dans les années 1970, une campagne internationale coordonnée par l'UNESCO a entrepris de sauver ces précieux vestiges. Une course contre la montre semée d'embûches et de dangers. Sur l'île, on travaillait dans une véritable fournaise. La mission de sauvetage représente un immense défi technique. Mais son succès permet aux égyptologues de continuer à explorer ce labyrinthe de vestiges. Ils tentent de retracer l'histoire du site et la construction de ces grands édifices, mais aussi de mieux comprendre le culte mystérieux qu'on y célébrait. C'est le seul temple d'Isis de cette envergure à avoir été préservé depuis l'Antiquité. Les opérations de sauvetage ont livré aux chercheurs d'abondantes informations sur l'île. On est parvenu peu à peu à reconstituer l'aspect du sanctuaire originel et les décors somptueux des colonnes et des temples ont retrouvé leur éclat. Nous partons à la découverte de Philae, la perle sauvée des eaux, un trésor du patrimoine mondial de l'UNESCO. « 1799. Bonaparte est en Égypte pour conquérir le pays. Le général est fasciné par les vestiges de cette civilisation antique qui a brillé pendant tant de siècles. Il est accompagné par une cohorte de savants. C'est le premier grand voyage d'exploration scientifique de l'Égypte. L'expédition se déploie dans toutes les directions. Un petit groupe fait voile vers le sud, en quête de monuments de l'époque pharaonique. Il remonte le Nil, ce fleuve immense qui fait la singularité de l'Égypte. Le cours d'eau nourricier a en effet permis à des populations de s'installer au cœur d'un vaste territoire désertique. Dans le sud du pays, les savants notent un fascinant phénomène naturel. Par endroits, la vallée fertile se rétrécit tant que le sable du désert rejoint les eaux du Nil. En arrivant au niveau d'Assouan, l'expédition rencontre de dangereux rapides. La zone de la cataracte est née de phénomènes géologiques. Il s'agit d'une avancée de granit au beau milieu d'un plateau de grès. La roche granitique étant très dure, ni l'eau ni aucun autre élément ne peut y pénétrer. Par conséquent, le Nil a mis du temps à se frayer un chemin vers le nord. Les fluctuations du Nil ont rythmé la vie des Égyptiens pendant des millénaires. Le fleuve était une bénédiction. Il irriguait les cultures et nourrissait la population. C'était aussi une voie de transport pour les marchandises et les voyageurs. Mais les caprices du fleuve pouvaient causer des ravages. Des crues trop faibles ou trop abondantes étaient synonymes de famine ou de destruction. Dès l'Antiquité, on a donc étroitement surveillé le niveau de l'eau. Sur l'île d'Éléphantine, en face d'Assouan, on a ainsi retrouvé un très ancien instrument de mesure. On se trouve au nilomètre du temple de Satis, l'un des 2 sanctuaires les plus importants de l'île d'Éléphantine. À l'heure actuelle, nous approchons de l'inondation. On peut voir que le niveau du fleuve a déjà dépassé les derniers degrés du nilomètre.
Ce système était utilisé pour mesurer la hauteur des crues. Chacun de ces degrés constitue une échelle de mesure. Mais il y a également des encoches dans le mur qui permettent de déterminer les fluctuations quotidiennes du niveau de l'eau. La première cataracte formait une frontière à la fois naturelle et politique. Elle séparait l'Égypte de l'ancienne Nubie, un pays qui occupait un vaste territoire à cheval sur le nord du Soudan et le sud de l'Égypte actuelle. La ville d'Assouan a été bâtie à cet emplacement stratégique afin de contrôler les routes conduisant aux richesses de l'Afrique. La Nubie a toujours été une région importante pour l'Égypte antique. La vallée du Nil formait une continuité culturelle sans démarcation claire. Et les deux entités étaient liées depuis longtemps. Les Égyptiens ont fini par créer une frontière à Assouan, mais la Nubie possédait des ressources intéressantes, comme du bétail et de l'or, et offrait un accès vers le sud, très précieux pour les échanges commerciaux. Assouan n'impressionne guère les savants de Bonaparte, car les quelques vestiges antiques qui ont survécu sont cachés sous les habitations et la végétation. Mais ils tombent sous le charme d'Éléphantine. Et on leur a parlé d'une autre île, au-delà des blocs imposants de la cataracte. On dit qu'elle abriterait des monuments grandioses. C'est ainsi que le graveur Dominique Vivant-Denon découvre Philae, une petite île de roches et de sable ceinte de murs antiques. Il est fasciné par ce sanctuaire qui semble flotter sur le fleuve. Les bas-reliefs de l'époque pharaonique, la finesse des chapiteaux à décor floral et les forêts de colonnes qui conduisent au temple de divinités mystérieuses éblouissent l'artiste. Nul n'a encore déchiffré les hiéroglyphes et Vivant-Denon se trouve devant une énigme. Qui a construit ce fabuleux monument? Pendant des millénaires, les Égyptiens ont tenté de vivre en harmonie avec le Nil. Ils ont aménagé ses rives et creusé des canaux, mais ils n'ont jamais réussi à dompter le fleuve. À la fin du XIXe siècle, l'Égypte est de fait une colonie britannique. Les nouveaux maîtres veulent développer la culture intensive du coton. Le Nil est un allié, mais aussi un ennemi, avec ses crues incontrôlables. En 1898, ils entament donc la construction d'un barrage à Assouan, tout près de Philae. Cet ouvrage de plus de 2 km de long est alors le plus grand barrage du monde. Sa construction altère la physionomie de la cataracte. En amont, le niveau du fleuve remonte et submerge en partie les îles. En 1906, l'écrivain Pierre Loti se rend en Égypte. En arrivant à Assouan, il n'a qu'un désir, visiter Philae. Il embarque pour l'île, mais sur place, impossible ou presque de mettre pied à terre. À cause du barrage établi par les Anglais, l'eau a monté, ainsi qu'une marée qui ne redescendrait plus. Ce lac, presque une petite mer, remplace les méandres du fleuve et achève d'engloutir les îlots sacrés. Le sanctuaire d'Isis, qui trônait là depuis des millénaires au sommet d'une colline chargée de temples, de colonnades et de statues, émerge encore à demi, seul et bientôt noyé lui-même. L'île est déjà submergée et c'est à bord de son embarcation qu'il découvre ces monuments. Nous entrons avec notre barque. Et c'est un port bien étrange, dans sa somptuosité antique. Un port d'une mélancolie sans nom. Mais combien il est adorable ainsi, le kiosque de Philae, dans ce désarroi précurseur de son éboulement. Ces colonnes, comme posées sur de l'instable, en deviennent plus sveltes, semblent porter plus haut encore
leurs chapiteaux en feuillage de pierre, et que l'on sent si près de disparaître à jamais sous ces eaux qui ne baissent plus. Depuis les années 1980, on peut de nouveau visiter Philae. Et comme Pierre Loti, on y accède à bord de petites embarcations. L'histoire extraordinaire de Philae, avec ses temples qui ont failli disparaître à tout jamais au fond du Nil, fascine les visiteurs du monde entier. À quoi ressemble l'île aujourd'hui? Comment a-t-elle résisté aux siècles? Et qu'a-t-on pu sauver du site originel? Qui visite Philae tôt le matin a parfois la chance de la voir pour soi, seul. On peut alors admirer dans le silence la beauté monumentale de ces temples. Les dimensions du sanctuaire donnent une idée de l'ampleur des travaux réalisés pour protéger ces monuments exceptionnels de l'engloutissement. Le sauvetage du précieux sanctuaire a été une longue aventure semée d'embûches. Entre 1902 et 1933, le barrage d'Assouan est rehaussé à 2 reprises. L'ouvrage atteint alors une hauteur totale de 36 mètres au-dessus du lit du fleuve. L'eau continue à monter et submerge pratiquement Philae. L'île ne réapparaît que lorsque les vannes du barrage s'ouvrent en période de crue. Au début du XXe siècle, lors du premier rehaussement du barrage, l'égyptologue Gaston Maspero parvient à réunir des fonds pour isoler et consolider les temples menacés d'engloutissement. Une opération salvatrice, mais l'eau continue de monter. On avait l'habitude de voir l'île de Philae sous l'eau. On pouvait y accéder quand l'eau se retirait et patauger dans la vase du Nil pour visiter les temples. Avant que les monuments ne disparaissent à jamais, des photographes ont tenté d'immortaliser leur apparence. Le Centre de documentation du Conseil suprême des antiquités égyptiennes conserve les négatifs sur plaques de verre. Il est primordial que les archives conservent toutes les photos d'époque. Non seulement pour le temple en lui-même, mais aussi pour l'ensemble du paysage. Comme ça, si le temple venait à être déplacé, on saurait exactement à quoi il ressemblait avant son transfert. Il faut donc préserver toutes les archives avant et après chaque changement afin de connaître sa structure et son apparence d'origine. Ces clichés sont très précieux. Ils datent du premier barrage, entre 1902 et 1907. On y voit le Nil, ses crues, le temple et ses alentours, qui sont de plus en plus immergés. Ces documents inestimables sont aussi terribles. Ils montrent les dommages causés par l'eau quelques années à peine après la construction du premier barrage. La Seconde Guerre mondiale met fin à toute velléité de sauvetage. Cette carte de 1943 montre la région d'Assouan. L'île de Philae n'y figure plus qu'en filigrane. Seuls les contours des vestiges affleurant à la surface rappellent l'existence du sanctuaire. L'île voisine de Philae, Bigay, est beaucoup plus élevée. Elle a pu défier toutes les crues. Les anciens Égyptiens la considéraient comme sacrée car, selon leur mythologie, elle abritait le tombeau d'Osiris, le dieu des morts, frère et époux de la déesse Isis. Du sommet de l'île, on a une vue imprenable sur Philae. On voit notamment qu'elle est assez longue et plate, le site idéal pour établir un lieu de culte et accueillir les visiteurs.
La raison d'être du sanctuaire, un des plus grands sites dédiés à Isis, est de servir un culte tout à fait innovant. Isis est une déesse. Or, avoir une divinité féminine comme figure centrale d'une croyance est tout à fait inédit. Quelques caractéristiques de cette religion préfigurent d'ailleurs à certains égards celles du christianisme, notamment la dévotion à la Vierge Marie. Dans l'Antiquité, la déesse Isis symbolisait aussi la terre d'Égypte, dont la fertilité était sans cesse renouvelée par les eaux du Nil. On célébrait son culte sur l'île de Philæ, là où le fleuve franchissait la frontière du royaume des pharaons. Selon les conceptions religieuses du temps, c'est ici que se trouvait l'origine des crues du Nil. L'île que nous voyons n'est pas la Philæ d'origine. Le sanctuaire de la déesse et les autres monuments ont été déplacés sur cette île semi-artificielle. Car depuis les années 1970, Philæ est au fond du lac de retenue. Comment a-t-on reconstitué son aspect d'origine ? Les savants français de l'expédition d'Égypte ont pris ici des mesures méticuleuses. Malgré les amoncellements de terre et les vestiges d'édifices plus récents, ils ont pu établir la première carte scientifique du site. Vivant Denon a en outre dessiné des vues de l'île sous 3 angles. L'Institut français d'archéologie orientale du Caire a conservé dans sa bibliothèque l'un des rares exemplaires originaux de la description de l'Égypte. Un ouvrage de référence établi d'après les notes et les dessins des savants de l'expédition de Bonaparte. Parmi les scientifiques de Bonaparte, il y avait énormément d'ingénieurs et de topographes qui avaient amené des instruments scientifiques extrêmement précis de relevés topographiques. En tout cas, le résultat est totalement remarquable et absolument scientifique puisque les plans sont à l'échelle, les échelles sont indiquées et donc on a un état des relevés topographiques extraordinaires de l'Égypte au début du XIXe siècle. Cette planche de Philæ est un plan général de l'île et à l'instar de toute la description de l'Égypte qui fait un état de l'Égypte à l'instant T, là nous avons une représentation de cette île avant le premier barrage construit au début du XXe siècle. Mais évidemment, c'est aussi un état des terres telles qu'on pouvait les trouver à l'époque qui vont être englouties également. Donc ce sont les rivages réels de cette partie de l'Égypte. Dans les années 1950, l'Égypte connaît une explosion démographique. Plus que jamais, le pays doit dompter son fleuve. En 1954, le président Gamal Abdel Nasser décide de construire un second barrage à Assouan, à proximité de Philæ. Le barrage d'Assouan était un projet d'envergure pour l'Égypte. Il s'agissait du plus grand ouvrage de ce type au monde. Il avait pour but d'augmenter la superficie de terre fertile du pays. Cette retenue d'eau irriguait suffisamment les sols pour permettre 2 récoltes par an. Le barrage servait aussi à fournir l'électricité nécessaire au développement de l'Égypte. Pour ces grands travaux, l'Union soviétique met à la disposition de l'Égypte des équipements et du personnel spécialisé. Dans la ville d'Assouan, du haut du monument qui commémore la construction, on peut voir l'envergure du barrage. Sa construction durera 11 années et mobilisera 36 000 ouvriers. Le barrage mesure 111 mètres de haut pour 3 830 mètres de long. Pour l'édifier, on a déversé 43 millions de mètres cubes de terre et de roches dans l'ancien lit du fleuve, 17 fois le volume de la pyramide de Khéops. En amont du fleuve, le barrage crée un immense bassin de retenue, le lac Nasser. Il s'étire sur plus de 500 km. Sa construction contraint près de 100 000 personnes à quitter leur village, condamnés par la montée des eaux,
en Égypte, mais aussi dans le nord du Soudan. Cette situation alarme l'ensemble des égyptologues, car le nouveau lac menace un patrimoine vieux de plusieurs milliers d'années, y compris une vingtaine de temples. À l'annonce de la construction du barrage, les missions archéologiques se ruent en Nubie pour explorer tout ce qui peut l'être dans la vallée avant qu'il ne soit trop tard. Commence une course contre la montée des eaux. La construction des 2 barrages d'Assouan a été capitale pour protéger les Égyptiens des crues du Nil. Mais ça a été terrible pour les temples antiques, ici à Assouan et en Nubie. Plusieurs de ces temples sont construits sur de la roche friable et seront détruits à jamais. On établit même un calendrier de la montée des eaux. Il indique le nombre d'années restantes avant la submersion des chefs-d'œuvre pharaoniques. Le monde assiste sans rien faire à la perte irrémédiable de ces trésors de l'humanité. Mais en 1954, une femme tire la sonnette d'alarme. L'égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt. Elle va mobiliser plusieurs pays autour de l'UNESCO pour éviter la catastrophe. En 1959, les gouvernements de l'Égypte et du Soudan ont sollicité l'aide de l'UNESCO. Et en 1960, René Maheu, son directeur général de l'époque, a lancé une campagne pour la sauvegarde des monuments de Nubie, en sensibilisant un grand nombre de dirigeants et plusieurs fondations. C'était vraiment un dispositif formidable pour mettre en avant la coopération internationale, que ce soit sur le plan technique ou financier. La campagne internationale pour la sauvegarde des monuments de Nubie va effectuer des fouilles pendant plus de 2 décennies et sauver un grand nombre de monuments. L'une des premières mesures d'envergure consiste à cartographier la vallée du Nil en Nubie. L'UNESCO charge l'IGN, l'Institut géographique national français, de réaliser des prises de vue aériennes du sud de l'Égypte. Les ingénieurs effectuent des relevés des secteurs condamnés à disparaître à bord d'avions spécialement équipés. Le résultat est sans appel. Sans une mobilisation massive, la plupart des grands monuments construits sur les rives et taillés dans la roche seront bientôt perdus. Dans les années 1960, les opérations de sauvetage s'intensifient. Le temps presse, la construction du barrage avance. La campagne de Nubie n'est pas seulement un exploit technique. Pour la première fois, des nationalités de cultures différentes et des spécialistes de tous horizons se trouvent réunis autour d'une cause commune. Ils unissent leurs forces pour sauver des monuments inestimables. Les temples d'Abou Simbel sont sans doute les plus spectaculaires de Nubie. Le grand temple gardé par les statues colossales de Ramsès II et celui de la reine Néfertari sont extraits de la falaise en 1964 et réinstallés sur un site plus élevé, protégé du lac. Le temple d'Amada est quant à lui déplacé d'un seul bloc sur des rails spéciaux. Il progresse centimètre par centimètre, suivi de très près par la montée des eaux du Nil. Quelques temples sont offerts en guise de remerciement aux pays qui participent à la campagne. Le temple de Débode est ainsi aujourd'hui à Madrid, et le temple d'Isis de Dendour se trouve au Musée métropolitain d'art de New York. Mais certains monuments sont condamnés. C'est le cas du temple de Ptah de Gerfussein, construit sur une falaise friable. Il disparaîtra dans les eaux du Nil, comme bien d'autres monuments de l'histoire nubienne. Pendant ce temps, près d'Assouan, Philae est livrée à elle-même et désormais prise entre les 2 barrages.
Avant la crue du Nil, on voyait juste une petite rivière qui coule. Puis chaque année, au mois de juin, le niveau de l'eau se mettait à monter, jusqu'à submerger l'édifice du temple. Et à la fin, on n'en distinguait plus qu'à peine 2 mètres ou 2,50 mètres surplombant l'eau. La crue durait environ 4 mois, puis le niveau de l'eau redescendait. Je me souviens qu'à mes 7, 8, 10 ans, je voyais le temple. Mais une fois qu'il était inondé, on ne voyait plus grand-chose. Juste la corniche et le haut du monument. Il nous arrivait d'entrer dans le temple avec nos barques et d'y faire une pause à l'abri du soleil. À cette époque, on peut encore découvrir les sommets des temples en bateau. Mais sous l'eau, le spectacle est bien plus inquiétant. Avec l'ancien barrage d'Assouan, Philae était déjà immergé environ 10 mois sur 12. Après la construction du grand barrage, l'île aurait été complètement submergée. C'était la préoccupation principale. Mais par ailleurs, les mouvements de l'eau menaçaient également d'érosion les monuments. Dans l'Égypte antique, on n'utilisait pas de ciment pour assembler les pierres, comme aujourd'hui. Le temple de Philae a été bâti à l'aide de pierres simplement agencées entre elles. C'est pourquoi l'élévation du niveau de l'eau le menaçait si dangereusement. Et ce ne sont pas uniquement les monuments qui risquent de disparaître. Le Nil érode rapidement les derniers textes lisibles sur ces vénérables murs. Ces hiéroglyphes qui sont restés si longtemps un mystère et n'ont été de nouveau déchiffrés que 150 ans plus tôt. En 1828, une expédition scientifique commanditée par la France et le Grand-Duché de Toscane arrive en Égypte. À sa tête, l'illustre Jean-François Champollion qui a percé le secret des hiéroglyphes 6 ans plus tôt. La mission se compose d'artistes et de savants et doit remonter le Nil pour explorer les grands sites antiques. Depuis 1500 ans, nul n'avait pu lire les inscriptions sur les murs des temples. L'exploit de Champollion ouvre un immense champ de connaissances. Et à Philae, il découvre un livre de pierre où sont inscrits les noms de divinités et de souverains. Quand la célèbre expédition de Bonaparte est arrivée à Philae, on ne savait pas encore lire les hiéroglyphes. Ça n'a été possible que quelques décennies plus tard, avec le travail de déchiffrement de Jean-François Champollion, qui a d'ailleurs recopié certaines des inscriptions de Philae. Ces copies nous montrent qu'il comprenait précisément les informations contenues dans ces textes. Les hiéroglyphes de Philae parlent d'une époque bien plus récente que celle de Khéops, ou même du nouvel empire de Ramsès II. Ils révèlent la lente chute de l'antique civilisation égyptienne sous les assauts des Grecs, puis des Romains, et enfin les transformations de l'époque chrétienne. Cette datation lève en partie le mystère de Philae, et notamment de la conservation étonnante du sanctuaire. Ces temples datent de la fin de l'Antiquité égyptienne et sont par conséquent parmi les derniers construits par cette civilisation. 2 siècles après le déchiffrement des hiéroglyphes, le sanctuaire de Philae continue à fasciner les chercheurs. Une équipe composée d'archéologues de l'Académie des sciences autrichiennes et de l'Université de Leipzig se rend sur l'île. Ils font appel aux technologies les plus récentes, comme la photogrammétrie, qui permet de déterminer des dimensions et des volumes à partir de photographies, mais ont aussi recours à des méthodes plus traditionnelles. La mission a pour but de vérifier l'exactitude de fac-similés d'inscriptions hiéroglyphiques et de scènes figurées. Cette année, elle se concentre sur le temple de la déesse Hathor, l'une des principales divinités vénérées sur l'île.
Je suis fasciné par Philae. D'abord parce qu'il s'agit du seul temple monumental d'Isis qui soit conservé de par le monde. Mais aussi parce qu'on a ici un grand nombre de cultes secondaires qui avaient leur propre temple. Enfin, on se trouve dans une zone frontière, marquée d'éléments provenant à la fois de Nubie et d'Égypte. Et c'est ce qui m'intéresse tout particulièrement. La technique du dessin et du réflecteur peut apparaître rudimentaire, mais elle est très efficace pour travailler sur des bas-reliefs et des inscriptions érodées. Pendant les opérations de sauvetage de Philae, on a découvert des vestiges des premiers édifices construits sur l'île. Le déplacement des temples montre très clairement quand sont apparus les premiers cultes à Philae. On a pu établir avec certitude que c'est pendant la période saïte, qui commence à peu près au 7e siècle avant notre ère. C'est à cette époque qu'ont été construits les premiers édifices cultuels dont l'existence sur l'île est avérée. Il semble que le culte d'Isis ait été introduit à Philae par Psamétique II. Ce pharaon, originaire du Nord, a cherché à consolider les frontières méridionales de l'Égypte, après la domination des peuples du Sud au cours de la précédente dynastie. Il a donc lancé une campagne militaire et a probablement implanté le culte d'Isis sur l'île à ce moment-là. 2 siècles plus tard, Nectanebo est l'un des derniers pharaons dits ethniques, c'est-à-dire originaires d'Égypte. La glorieuse période du Nouvel Empire est déjà loin, mais il cherche à redonner à son royaume sa grandeur d'antan. À Thèbes, ce grand constructeur fait bâtir le premier pylône qui mène dans les temples de Karnak et réaménage la longue allée bordée de sphinx qui mène au temple de Luxor. Dans le sud de l'Égypte, Nectanebo s'intéresse à l'île de Philae, qui est alors très peu bâtie. Il est le premier à avoir le projet d'y construire un sanctuaire monumental. Il fait d'abord aménager un accès au centre de l'île, où il ordonne ensuite l'édification d'un temple. Nous lui devons ce pavillon extraordinaire. Ses colonnes sont coiffées de chapiteaux représentant la déesse Hathor, souvent figurée par une vache. Les bas-reliefs sont consacrés aux cérémonies royales. À l'origine, ce kiosque s'élevait au centre de l'île. Nectanebo avait sans doute de grands projets architecturaux pour Philae, mais ni lui ni ses successeurs ne parviendront à les achever, car ils ne pourront contrer l'invasion de l'armée perse de la fin des années 340 avant notre ère. Au milieu des années 1960, la communauté des nations se mobilise pour aider l'Égypte à sauver Philae. On craint de perdre ce patrimoine culturel mondial. Les archives de l'UNESCO permettent de retracer les différents projets de sauvetage. L'UNESCO se doit de conserver l'ensemble des archives de la campagne de Nubie. En premier lieu, parce que cette campagne constitue une réussite de taille pour l'institution. Par ailleurs, ces archives retracent l'évolution du projet. On y trouve aussi bien les détails techniques, les documents liés à la coordination du projet, que l'ensemble des éléments visuels, les correspondances et tous les pourparlers qui se sont tenus en coulisses. Elle montre par exemple que les mesures prises ne tombent pas forcément sous le sens. Plusieurs façons de procéder pour préserver les monuments avaient été envisagées. Le gouvernement néerlandais a suggéré de construire plusieurs petites retenues d'eau autour des monuments de Philae et de les placer entre l'ancien barrage et le grand barrage plus récent. Cette idée est née de la proximité de Philae avec la rive et un groupe d'îles voisines. Ce plan de sauvetage présente l'immense avantage de laisser le site antique en place sur l'île. Une entreprise néerlandaise est mandatée pour réaliser une étude.
Mais au début des années 1970, la construction du second barrage d'Assouan conduit à l'abandon de ce projet. Bientôt, Philae est enserré entre les deux ouvrages. Seuls les sommets de ces temples émergent du fleuve, comme une Atlantide en plein cœur du désert. Il faut d'urgence trouver une autre solution. En 1959, l'UNESCO a tenu une première conférence sur Philae et 3 propositions ont été avancées. La création d'un lac artificiel, la construction de plusieurs barrages et la surélévation de l'île pour y reconstruire ensuite les monuments. Mais toutes ces solutions présentaient des inconvénients. Entre-temps, la campagne de Nubie avait été lancée et on s'était frotté au démontage des monuments d'Abou Simbel pour les transférer dans un lieu surélevé. Suite à cette expérience, la situation de Philae a été réexaminée. On imagine alors un projet unique dans l'histoire du patrimoine mondial. À la lumière du sauvetage d'Abou Simbel, c'est désormais le démontage du sanctuaire qui paraît être la meilleure solution. Pourtant, les chercheurs hésitent. Si on déplace le sanctuaire, il perdra son site originel, un environnement inchangé depuis l'Antiquité. Déplacer des éléments du patrimoine n'est pas toujours la meilleure solution. En principe, la Charte de Venise et les accords passés ultérieurement, comme la Convention du patrimoine mondial, l'interdisent. Il faut essayer de préserver le monument à l'endroit où il se trouve, mais parfois c'est impossible. C'est pour cette raison qu'à l'époque, on a préféré déplacer les temples de Philae sur une autre île. Le destin de Philae est scellé. Avec le soutien financier et matériel de 22 pays, l'Égypte et l'UNESCO engagent alors les opérations de sauvetage. Mais n'est-il pas déjà trop tard ? La plupart des temples sont déjà sous l'eau. Les équipes envoyées en urgence pour déplacer les monuments doivent trouver le moyen de les atteindre. Depuis la rive, on ne voit plus que le sommet des grands temples, dernier témoin de l'ultime phase de la civilisation égyptienne, liée à un empire aussi vaste qu'éphémère. En 334 avant notre ère, Alexandre le Grand quitte la Macédoine, au nord de la Grèce, pour entreprendre une suite de conquêtes en Asie et en Afrique. Après avoir vaincu les armées perses, il fait un détour par l'Égypte. Le conquérant décide de fonder une cité dans l'ouest du delta du Nil. Elle s'appellera Alexandrie. À sa mort, Ptolémée, l'un de ses fidèles généraux, lui succède sur le trône d'Égypte. Il va fonder la dynastie ptolémaïque, ou Lagide, qui régnera sur le pays depuis cette capitale. Après avoir libéré les Égyptiens de l'emprise perse, les Grecs veulent s'imposer comme nouveaux maîtres du pays. Au fur et à mesure, cette conquête militaire se change en occupation territoriale. C'est-à-dire que les soldats deviennent des colons qui possèdent la terre et on commence à avoir une société multiculturelle qui s'installe en Égypte. Un des moyens que les étrangers ont utilisés pour se faire accepter passe effectivement par la religion. Nous avons des nouvelles divinités qui apparaissent, comme le dieu Sarapis, et on assiste à un changement parce que les souverains grecs décident de se faire représenter comme des véritables pharaons dans les temples, et donc ils acceptent une tradition autochtone millénaire. Les Grecs sont surtout fascinés par l'architecture grandiose de l'Égypte ancienne et ses édifices monumentaux au service de la religion. À Thèbes, ils sont éblouis par les proportions titanesques du sanctuaire et par les obélisques immenses de Karnak. Depuis leur capitale Alexandrie, les pharaons lagides font bâtir des monuments tout au long de la vallée du Nil. Le temple de Ptolémée III, construit à Édfou en 237 avant notre ère, bat tous les records de gigantisme.
Les pylônes s'élèvent à 36 mètres de hauteur. Le temple d'Edfu est dédié au culte d'Horus, le dieu à tête de faucon. L'intérieur du monument montre l'attention portée par les Ptolémées à la tradition architecturale égyptienne. Il accueille en son cœur un sanctuaire, le saint des temples égyptiens, où seuls les prêtres sont admis. Contrairement à Philæ, le mobilier a été conservé, comme cette représentation de la barque solaire et du naos en granit, où se trouvait l'effigie du dieu Horus. La civilisation égyptienne a fait forte impression sur les Grecs. Elle leur a semblé bien plus ancienne que la leur. Ils la respectaient, l'admiraient et ont adopté sa religion en même temps que son architecture. Comme ses prédécesseurs, la dynastie lagide veut assurer son hégémonie jusqu'en Nubie. Dans la région d'Assouan, les Lagides se concentrent sur Philæ. Ils veulent y construire un grand sanctuaire. Le projet est ambitieux et constitue un véritable défi, car le sol est accidenté et seule une petite partie de l'île se trouve sur de la roche. Au départ, ce n'est même pas une île, mais un petit affleurement de terre sur le Nil, qui presque chaque année est menacé par les crues. Quand le temple prend de l'ampleur, sous le règne des Ptolémées, il faut réaliser d'énormes travaux de remblai sur cette zone inondable de la plaine du Nil. C'est à cette période que l'île gagne en importance, mais se transforme aussi en une construction artificielle. Car cette petite île, ce petit banc de sable, doit devenir une plateforme capable d'abriter un sanctuaire. Pour la construction du temple d'Isis, les premiers souverains lagides se sont inspirés des glorieux édifices du passé, notamment ceux de Luxor. Les Grecs n'ont donc pas imposé en Égypte leur conception de l'architecture. Ils ont sollicité les architectes et les artisans qui maîtrisaient la construction des grands temples. Pour édifier les colonnes et les pylônes, ils ont vraisemblablement fait appel à des techniques traditionnelles, comme les rampes de terre. À Philæ, le grand temple d'Isis prend forme sous le pharaon Ptolémée II, Philadelphe. Le chantier commence par la partie arrière de l'édifice, avec les pièces dédiées au culte. Il se poursuit avec une grande salle ouverte, le pronaos, ponctué de hautes colonnes. Enfin, c'est le pylône, composé de 2 grandes tours reliées à un linteau dont les fondations reposent sur la roche. La conservation de ces monuments relève du miracle. Si on peut aujourd'hui les admirer, c'est grâce à l'opération de sauvetage coordonnée par l'UNESCO. En 1978, son futur site n'est encore qu'une île rocheuse et déserte, à 50 mètres à peine de Philæ. On peut imaginer que les chercheurs mandatés pour le projet ont en tête ces images idylliques de l'île. Mais lorsqu'ils arrivent, la réalité est tout autre. Ils ont devant eux un immense chantier qui grouille de camions, de grues et d'ouvriers. Ce chantier a commencé 4 ans plus tôt. Ici, des experts dans les domaines les plus variés et des ouvriers de différentes nationalités, s'exprimant dans une grande diversité de langues, travaillent tous ensemble. Nombre d'entre eux sont embauchés par une entreprise italienne responsable d'une grande partie des travaux. Les Italiens logent à Assouan, qui est à l'époque un petit village.
Bientôt, dans ces rues, les langues arabes et italiennes se mêlent. Les us et coutumes des Italiens étonnent parfois les habitants, mais tous vivent en bonne intelligence. Au milieu des années 1970, Assouan est en plein bouleversement. Le grand barrage est terminé et coupe la route du Nil vers la Nubie, qui est inondée par le lac Nasser. Philae est un gigantesque chantier sur l'eau, entouré d'un autre barrage en métal, un véritable coffrage. L'opération de sauvetage s'est déroulée ainsi. 17 000 planches métalliques ont été implantées tout autour de l'île. Un barrage de sable a ensuite été créé afin de soutenir ces planches. Puis l'eau qui recouvrait les monuments a été évacuée. Mener un tel chantier dans le sud de l'Égypte n'est pas sans poser de problème. L'entreprise chargée de la construction se heurte à de grandes difficultés et dépasse très vite son budget. Il faut prendre une décision. Le barrage n'englobera qu'une partie de l'île. Dans le secteur nord, de nombreux vestiges restent sous l'eau. La seule opération de pompage de l'eau nécessite plusieurs mois. Le sol du sanctuaire à peine sec, la phase la plus difficile des travaux de sauvetage peut commencer. Tous les matins, des bateaux transportent des dizaines d'hommes sur le chantier. Ils descendent dans le coffrage, à plusieurs mètres sous le niveau du Nil. Tous les ouvriers ont été recrutés dans des villages de Nubie. Le transfert des monuments de Philae a fourni du travail à plus de 400 ouvriers pendant 4 ans, dans une région extrêmement défavorisée, extrêmement pauvre. Ici, les excavatrices mécaniques ne sont d'aucune utilité. Les ouvriers doivent enlever des tonnes de terre et de gravats à main nue. Un travail difficile, les pieds dans un limon collant, sous une chaleur brûlante. Le dégagement va bon train. Mais avant de bouger la moindre pierre, il faut évaluer l'état des monuments qui ont passé plusieurs décennies sous l'eau. Lorsque nous sommes arrivés sur le chantier, le terrain était assez boueux parce que toute la boue n'avait pas été enlevée dans la partie centrale, sur la place. Il y avait toute la vase qui restait au niveau du sol, il y avait les infiltrations qui mouillaient le chantier en permanence. Et il y avait, à l'extérieur, il faisait 50 degrés, dans le trou, il faisait 50 degrés plus l'humidité. Et en plus, on ne bénéficiait pas du vent qui pouvait souffler légèrement en dehors. Voilà, c'est pour ça qu'on ne travaillait que le matin. Les chercheurs examinent les monuments dans des conditions parfois périlleuses. Notre travail consistait à faire des photographies stéréoscopiques qui étaient ensuite restituées pour faire une cartographie de l'ensemble du temple, mais également de l'appareil de pierre, pour pouvoir numéroter ces pierres au moment du démontage. Grâce à ces relevés très précis, les experts établissent des plans exacts des ruines. C'est l'occasion de mieux comprendre les méthodes de construction de l'époque des derniers pharaons. L'imposant temple d'Isis, visible de loin sur le Nil, est un bon exemple de l'architecture ptolémaïque. Sous la dynastie Lagide, ce monument est agrandi et pourvu de nouveaux pylônes, avec des tours hautes de 18 mètres. Mais il est légèrement décalé par rapport à l'axe du temple. On ne peut que spéculer sur la raison de ce choix insolite.
Peut-être a-t-on voulu adapter les fondations au terrain ou suivre l'orientation d'une étoile. Cette façade devait aussi mettre en scène le pouvoir lagide aux côtés des divinités. Nous sommes devant le grand temple d'Isis à Philae, plus exactement devant le premier pylône de ce temple. Il est constitué de 2 grandes tours ornées d'une scène classique, le roi terrassant ses ennemis. Ici, en bas, sur le registre inférieur, on voit le souverain frapper les envahisseurs étrangers avec une massue. Et ainsi, symboliquement, il conjure et élimine les forces hostiles à l'ordre égyptien. D'après le cartouche, ce roi n'est pas un pharaon, mais un roi hellénistique, Ptolémée XII. Autrefois, de nombreuses statues ornaient ces temples. Mais presque toutes ont disparu. L'entrée grandiose du temple d'Isis a conservé les vestiges de lions sculptés et les fondations de 2 obélisques. Ces monolithes de granit rappellent l'ancienne tradition égyptienne. On y gravait des messages solennels. Une fois le sanctuaire libéré de sa gangue de boue, les chercheurs découvrent des murs, des colonnes et des bas-reliefs endommagés. Sur place, les conditions de travail ne s'améliorent pas. Sur l'île, on travaillait dans une véritable fournaise. Puisque de mai à septembre, la température avoisinait les 48 ou 49 degrés. Il faut imaginer que les ouvriers cuisaient leurs œufs en les enfouissant dans le sable à côté d'un bloc de granit. Quand venait l'heure de la pause, ils se retrouvaient avec des œufs durs. Les relevés des précédentes missions archéologiques ont permis d'établir un plan précis de la position des pièces dans ce vaste labyrinthe, au centimètre près. Mais le lavage des pierres semble leur avoir ôté une partie de leur éclat d'autrefois. Les décennies passées sous l'eau ont fortement marqué les temples de Philae. Pour distinguer les bas-reliefs, il faut attendre le coucher du soleil et sa lumière rasante. L'ombre fait alors ressortir les décors et les hiéroglyphes gravés sur les murs. Ces jeux de lumière ne sont toutefois qu'un pâle reflet de leur splendeur antique. Au XIXe siècle, plusieurs voyageurs ont évoqué les couleurs saisissantes des vestiges de Philae. En 1833, le Britannique Richard Curson raconte dans son récit de voyage qu'il a été ébloui par la qualité et la beauté des bas-reliefs colorés conservés à Philae. Il écrit même « On aurait dit que tout venait d'être peint ». Tous ces ornements ont disparu dès la construction du premier barrage, en raison de l'humidité. On ne peut qu'imaginer le chatoiement des murs couverts de couleurs vives, à l'extérieur comme à l'intérieur du temple. Plus tard, les photographes ont pris de nombreux clichés des monuments de Philae avant que l'île ne disparaisse. Mais ces images sont en noir et blanc. Même au plus fort de la campagne de sauvetage, on a renoncé à la couleur pour prendre les clichés photogrammétriques des temples. Et personne n'a évoqué de traces de pigments. Les couleurs avaient manifestement déjà disparu. La submersion de l'île a été fatale. Elle a provoqué des destructions irrémédiables. Les briques de terre crue ont littéralement fondu.
des pans entiers de parois ornées se sont détachés. Certains pans de murs étaient plâtrés sur la structure, puis recouverts de peinture et d'ornements. Mais les couleurs ont été délavées par l'humidité. Les couleurs sont très importantes sur les reliefs des temples, parce qu'elles ont souvent une fonction symbolique. Le bleu, par exemple, est toujours utilisé pour figurer la peau et la chair des dieux. Les dorures ont en partie la même symbolique. La couleur est donc un élément crucial du décor. Pour se représenter les couleurs des monuments de Philae, il faut descendre le Nil et visiter les temples épargnés par les inondations. Le temple de Khnum, à Esna, a été commandité par Ptolémée VIII. Ses colonnes sont en cours de restauration. Les visiteurs pourront bientôt admirer leur chapiteau dans une splendide polychromie, proche de son éclat antique. Ces références et les peintures d'artistes du XIXe siècle nous permettent d'imaginer les temples de Philae en couleurs. Les façades des pylônes, par exemple, étaient certainement peintes pour embellir les représentations des rois et des divinités. À partir de 1977, à Philae, un balai de bateaux et de camions fait chaque jour l'aller-retour entre la rive et l'île pour extraire les vestiges. Ils sont stockés près du port de Chelal, où un atelier a également été installé en vue des travaux de restauration. La zone de stockage de Chelal a été organisée comme une bibliothèque moderne. C'est-à-dire que chaque monument occupait un emplacement bien précis, entouré par des voies d'accès. À l'intérieur de chaque emplacement, par exemple celui du premier pylône, figurait une parcelle délimitée par 4 allées. Et à l'intérieur de chaque parcelle, on disposait les différentes rangées de pierres qui avaient été préalablement démontées pour y être transportées. Il y a là un immense puzzle de 45 000 blocs de pierre soigneusement numérotés. Pour les égyptologues, c'est l'occasion unique d'étudier l'histoire de ces temples. Quand je suis arrivé, la plupart des monuments étaient déjà démontés. Mais j'ai alors compris qu'il y avait malgré tout un bénéfice à tirer de cette situation. En l'occurrence, on pouvait voir les surfaces sous un jour complètement différent. Mais aussi et surtout, on pouvait voir la forme et la structure des blocs cachés à l'intérieur de la maçonnerie. En ayant pu voir les détails de l'artisanat antique, j'ai vécu une expérience que peu d'égyptologues ont eu la chance de connaître. Parce que les blocs ne sont pas tous élaborés de la même façon. À chaque changement dans la maîtrise de l'œuvre, à chaque changement de pharaon, le système de construction change lui aussi. Certains blocs n'avaient pas été exposés à la lumière du jour depuis plus de 2 millénaires. Philae était un lieu de pèlerinage important dans l'Antiquité. Les divinités représentées sur les murs des pylônes étaient visibles de loin. Mais comment les cultes étaient-ils célébrés entre ces murs, dans la pénombre des salles intérieures? Au cours de l'histoire, Philae a été pillée à de nombreuses reprises. Aucun objet de culte, aucune statue, aucune offrande n'a été conservée. Seuls les murs des monuments témoignent des relations entre les hommes et les dieux tutélaires des sanctuaires. Holger Kokelman nous conduit au naos du temple d'Isis, sa partie la plus sacrée, accessible aux seuls prêtres et pharaons.
On avait à cet endroit, sur ce socle, la barque sacrée d'Isis. Au fond de la pièce, il y avait aussi un naos, avec une statuette cultuelle de la déesse. Elle était de dimension réduite, peut-être 50 cm, et faite d'un matériau précieux. En certaines occasions, on la sortait de cette pièce en procession. On la portait par exemple jusqu'à la tombe d'Osiris, où la déesse rendait le service funèbre à son époux tous les 10 jours. Les explorateurs du XIXe siècle ont cherché en vain des trésors dans ces temples. Les pilleurs les avaient depuis longtemps devancés. Mais les savants de Bonaparte ont pu au moins examiner les chapelles, qui étaient encore en place à l'époque. Ces sortes de tabernacles, appelés naos, étaient taillés dans un seul bloc de granit. Leur emplacement dans le temple indique qu'ils abritaient des objets précieux. Le British Museum de Londres possède l'une des plus riches collections de vestiges égyptiens au monde. On peut notamment y voir la pierre de Rosette, datée de l'époque ptolémaïque, qui a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. On y trouve aussi un naos de granit, l'un des rares naos de filet qui ait été préservé. L'un de ces bas-reliefs figure un pharaon, les bras levés vers le ciel. Selon les hiéroglyphes, il s'agit de Ptolémée VIII. Avec son épouse Cléopâtre II, le souverain rend hommage à la déesse Isis. Sur les contours de la niche, des encoches indiquent la présence de charnières. Des portes de bois protégeaient certainement la statue sacrée de la déesse. Cette effigie n'a jamais été retrouvée. Elle devait être en partie en or et ressembler aux images votives retrouvées partout ailleurs en Égypte. Isis y était souvent figurée allaitant son fils, le dieu Horus. Dans l'Antiquité, seuls quelques initiés pouvaient entrer dans le naos. Le pharaon s'y rendait lors de certaines cérémonies. Le grand prêtre veillait sur la statue divine et assistait le souverain lors de cultes sacrés. Une scène sculptée sur l'un des pylônes du temple permet d'imaginer le déroulement de la cérémonie. À la suite du pharaon, les prêtres portaient la barque symbolique contenant la statue. La déesse passait ainsi de l'ombre du naos à la lumière du soleil. Elle était portée en procession pour être honorée par les fidèles dans la cour du temple. La barque de procession était ensuite placée sur un bateau pour être transportée jusqu'à l'île de Biguet, où se trouvait le sanctuaire d'Osiris. Ces processions se sont déroulées régulièrement, et ce durant des siècles. Mais Isis n'était pas la seule divinité vénérée sur l'île. Philae compte un autre temple important, dédié à la déesse Hathor. Hathor était la déesse traditionnelle la plus importante de la région de Philae. Son culte s'est perpétué même quand celui d'Isis, avec son temple, a été instauré ici. La particularité de ce temple, c'est qu'Hathor était associé à la déesse lointaine et à ce mythe spécifique. Selon cette légende, Hathor vivait en Nubie et elle avait été ramenée en Égypte auprès de son père Rê, le dieu soleil. Ce temple d'Hathor est actuellement l'objet d'une mission d'études allemande. Les archéologues espèrent découvrir des éléments nouveaux sur le culte de la déesse. Sur les colonnes du temple d'Hathor, à l'entrée de la cour, on trouve des représentations de prêtres avec des instruments de musique, des porteurs d'offrandes et ainsi de suite. On a également des textes qui racontent le retour de Nubie de la déesse lointaine. Ces textes nous donnent un aperçu du déroulement de ces festivités. Ce devait être un événement très joyeux.
parce qu'on célébrait le moment où Hathor, la déesse lointaine, était revenue de Nubie et avait foulé pour la première fois le sol d'Égypte à Philæ. C'était une fête très exubérante, qui avait peut-être lieu une fois par an. En 1977, le démontage de Philæ a bien avancé. Les vestiges du sanctuaire ont presque tous été démontés et mis au sec sur la rive. Mais dans le nord de l'île, de nombreux monuments sont encore immergés. Dans un dernier effort, on essaie de les sauver. Des plongeurs de la marine britannique se portent volontaires pour rechercher des vestiges dans le Nil, avec l'aide des Égyptiens. Ça ressemblait à une opération de la dernière chance, parce que la dernière fois que le temple avait été vu, c'était 50 ans avant ma plongée. Et entre-temps, le site avait été entièrement recouvert de sable, de limon et de boue. L'opération s'avère particulièrement difficile. Les fouilles soulèvent des tourbillons de boue. On n'avait aucune visibilité. Au début de la plongée, on n'y voyait pas à 1 mètre. Mais dès qu'on a commencé à aspirer la vase, on ne voyait vraiment plus rien du tout. Il fallait se repérer uniquement à l'instinct. Grâce aux archives, aux cartes anciennes et aux photographies, les plongeurs ont appris par cœur la position des vestiges. Ils procèdent à tâtons. Dès qu'ils touchent un bloc de pierre, celui-ci est dégagé à l'aide d'un aspirateur à sédiments. C'était très dangereux pour les plongeurs, parce qu'ils risquaient d'être ensevelis sous une épaisse couche de boue qui pouvait s'effondrer. Alors il a fallu trouver des solutions pour extirper les hommes de la vase avant de pouvoir continuer. Quand on a trouvé le temple, les plongeurs ont passé tant bien que mal un câble sous chaque bloc de pierre, qui étaient tous extrêmement lourds. Une fois le câble en place, on l'a fixé à ce qu'on appelle un sac de levage. C'est une sorte de parachute qu'on fait descendre vide, puis on le gonfle d'air sous l'eau, ce qui lui permet de remonter à la surface en soulevant la pierre. Il faudra 1800 heures de plongée pour dégager 320 blocs recouverts de vases. Ce tour de force anglo-égyptien permet de sauver un autre trésor de Philæ, des vestiges qui témoignent de la présence d'une dernière grande civilisation antique. Au milieu du 1er siècle avant notre ère, Rome s'impose comme la grande puissance du monde méditerranéen. Pour asseoir leur pouvoir en Égypte, les Romains interviennent dans le conflit de succession qui déchire les Ptolémées. En pleine guerre civile, Jules César débarque à Alexandrie pour rétablir l'ordre et imposer la domination romaine sur le pays. Mais Cléopâtre VII use de son sens politique, et peut-être de sa beauté, pour redorer le prestige de l'Égypte et faire valoir ses droits. César tombe sous son charme et décide de lui laisser le trône d'Égypte. Ensemble, ils descendent le Nil pour visiter le pays. Le temple d'Hathor, à Dendera, est l'un des derniers grands monuments construits par les souverains lagides. Il a été commencé en 54 avant notre ère par Ptolémée XII, le père de Cléopâtre. À l'arrière du temple, on peut voir une représentation de Cléopâtre avec son fils Césarion. La reine est figurée sous la forme d'Isis, ce qui montre l'importance de la déesse à la période tardive de l'histoire égyptienne. C'est la dernière représentation d'une reine sur un temple égyptien, car une série de drames va bouleverser le royaume. En 44 avant notre ère, César est assassiné. Sa mort précipite Rome dans la guerre civile. Son petit-neveu Octavien s'allie au consul Marc-Antoine.
Les deux hommes se partagent les provinces de l'Empire. En Marc-Antoine, Cléopâtre trouve un nouveau protecteur et un compagnon. Octavien n'apprécie pas cette union et intrigue contre son ancien allié. Vaincus, Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident. La mort de la reine signe la fin de la dernière dynastie pharaonique. En 30 avant notre ère, l'Égypte devient une province romaine. Octavien reçoit le titre d'impérator et bientôt, lorsqu'il fonde le principat et devient empereur, le surnom Auguste. Il ne faut pas oublier que l'Empire romain n'aurait pas existé sans la conquête de l'Égypte. C'était le pays le plus riche du monde antique, et ses richesses ont permis à Auguste de fonder l'Empire, autrement dit de surmonter tous les obstacles. La conquête de l'Égypte a constitué un véritable tournant dans l'histoire mondiale. L'Égypte n'aura plus jamais à sa tête de pharaon comme auparavant, car ce sont les empereurs romains qui prennent ce pouvoir. Mais Auguste veut-il pour autant la façonner à l'image de Rome ? Dans le nord de Philée, des ruines détonnent au milieu de l'architecture égyptienne. Ce sont de rares témoignages de construction romaine en Égypte. Grâce à ces vestiges, sauvés par les plongeurs britanniques, on peut se faire une idée de l'aspect des monuments. Le temple dédié à Auguste était un petit édifice à colonnes couronné de chapiteaux corinthiens typiquement romains. Quant à l'empereur Dioclétien, il s'est fait construire un arc de triomphe. Or, les voûtes en pierre de ce type sont pratiquement absentes de l'architecture égyptienne. Ces vestiges sont ceux d'une porte monumentale, bâtie elle aussi par les Romains. Cette nouvelle entrée obligeait les visiteurs à rendre hommage aux empereurs avant d'entrer dans le sanctuaire. Mais ces édifices de style romain sont rares en Égypte. Le plus souvent, les empereurs adoptent l'architecture des Ptolémées. Les rives du Nil sont ponctuées d'autres édifices construits par les Romains. L'empereur Tibère fait ainsi ajouter une salle hypostyle au temple de Dendera. Le visage d'Hathor est représenté sur les chapiteaux de ses colonnes. Dendera est célèbre pour l'extraordinaire état de conservation de ses couleurs d'origine, notamment au sommet des colonnes, sur les chapiteaux et au plafond. Cette cathédrale polychrome baignée de lumière était en avance sur son temps. Sur les plafonds, on peut admirer les divinités égyptiennes. À Dendera, comme à Philée, les Romains ont érigé un sanctuaire annexe qu'on appelle un mamisi. Ces bas-reliefs sont exceptionnellement bien conservés. Dans le temple de Dendera, on trouve des cartouches portant les noms des empereurs romains, Hadrien, Auguste, Tibère et Caligula. Tous se sont fait représenter en pharaons, une façon d'asseoir leur domination sur l'Égypte, mais aussi de faire leur les traditions de cette fabuleuse civilisation. La rive orientale de Philée abrite un édifice plein de mystères qui a toujours fasciné les artistes. Il était peut-être lui aussi orné de bas-reliefs à la gloire d'un empereur. Les Romains ont ajouté quelques monuments à Philée. Le plus connu est probablement le kiosque de Trajan. On n'est pas complètement sûr qu'il ait été édifié par Trajan. Peut-être a-t-il été bâti dès l'époque d'Auguste. Les seuls reliefs qu'on peut trouver dans cet édifice proviennent en tout cas de l'époque de Trajan, d'où le nom du monument. Ces chapiteaux composites sont caractéristiques de ce que l'on trouve fréquemment sur les temples gréco-romains. Et ces murs bahus, qui supportent les colonnes,
sont aussi typiques de l'architecture des édifices cultuels égyptiens de cette époque. L'architecture du kiosque de Trajan est unique à Philæ. Elle reprend de façon frappante le style des colonnes ptolémaïques. Les chapiteaux qui culminent à 8 mètres de hauteur sont décorés de motifs végétaux finement sculptés. Le kiosque de Trajan n'a jamais été achevé. Peut-être était-il destiné à servir à la fois de chapelle et de grande porte entre le Nil et le sanctuaire. Les Romains continuent de bâtir à Philæ. Ils construisent un débarcadère pour accueillir davantage de visiteurs et sanctuarisent l'île avec un mur d'enceinte. Ils érigent aussi 2 colonnades sur l'esplanade qui conduit au temple d'Isis. Leurs chapiteaux rappellent les différents styles décoratifs des monuments de l'île. Certains ne seront jamais achevés. Les tout derniers aménagements datent du IIIe siècle de notre ère. Ces constructions n'ont sans doute pas servi uniquement à un but religieux. Les murs édifiés par les Romains sur l'île faisaient peut-être partie d'un vaste système de fortification régionale. À quelques kilomètres au nord, sur l'île d'Éléphantine, les archéologues étudient les liens qui unissent le sanctuaire d'Isis à Philæ et la ville antique d'Assouan. Éléphantine se trouve à la frontière sud de l'Égypte. Elle a toujours été une ville de garnison, avec une armée qui était stationnée en permanence. Mais un petit contingent militaire ne suffisait pas à garder et protéger la frontière. Donc, sur la rive orientale d'Assouan, en face de l'île d'Éléphantine, il existait probablement une fortification destinée à protéger l'ensemble du réseau de routes contournant les rapides de la première cataracte. On avait érigé un long mur de fortification de plus de 7 km, qui allait d'Assouan, en face d'Éléphantine, jusqu'au port situé au niveau de Philæ. Ce mur rappelle celui qui entourait une partie d'Éléphantine. Il en reste une portion en briques. Nous avons ici une photo du mur de fortification datant du début du XXe siècle. Elle nous donne une idée de la hauteur de ce rempart encore à l'époque. Il faut imaginer que ce mur se poursuivait comme ça sur 7 km, entre le désert et le réseau de routes qui contournait la cataracte. C'était une barrière très impressionnante. À partir de l'île d'Éléphantine, les rapides devenaient dangereux pour les bateaux, notamment pour ceux qui transportaient des marchandises. En général, on déchargeait les cargaisons sur la rive orientale, en face d'Éléphantine, pour les transporter par voie de terre. Elles contournaient la cataracte et on les rechargeait ensuite sur les bateaux dans l'enceinte du port situé au niveau de Philæ. Les convois de marchandises empruntaient donc ce long corridor fortifié entre le désert et la rive du Nil. Dès qu'ils arrivaient au niveau de la partie navigable du fleuve, ils pouvaient continuer leur route par voie fluviale. Le port antique de Philæ a disparu dans le lac qui s'est formé entre les 2 barrages. Après le sauvetage des derniers vestiges, le chantier installé sur les rives a été évacué, le barrage démonté et le site entièrement immergé. Que reste-t-il aujourd'hui de la Philæ d'origine ? Le directeur des Antiquités de Nubie, Abdelmoneim Saïd, sait exactement où se trouve l'ancienne île de Philæ. Ce secteur du lac est fermé au public. Pour y accéder, il faut emprunter l'ancien cours du Nil. Le parcours passe devant l'île de Bigay, considérée par les anciens Égyptiens comme le lieu de sépulture d'Osiris.
On aperçoit aussi l'île d'Agilkia, sur laquelle se trouvent désormais les temples de Philae. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur l'île d'Agilkia avait déjà été déplacé de l'endroit où nous nous trouvons. Il fut un temps où ici, il y avait le temple d'Isis, ainsi que le kiosque de Trajan, ou encore le temple du pharaon Nectanebo. Maintenant, ces sites sont à 2 ou 3 mètres de profondeur, sous l'emplacement d'origine de Philae, désormais engloutis par les eaux. Il faut les imaginer en surface à l'époque. Chaque fois que les vannes du barrage d'Assouan s'ouvrent, on voit apparaître les parties rocheuses de Philae, et même des vestiges du coffrage. Mais l'île d'origine et les fondations des anciennes constructions restent englouties à jamais dans les eaux du Nil. On peut voir le lien entre l'île de Philae et l'île de Bigay. On imagine qu'en leur temps, Osiris et son épouse Isis ont pu facilement se rendre visite, puisque leur domaine se faisait face. Il fallait une 3e île qui soit très proche des 2 autres. L'île d'Agilkia était au bon endroit. Agilkia. Quand on a cherché un site d'accueil pour les temples de Philae, cette île située à environ 30 mètres au nord-ouest est apparue comme une évidence. Elle ne ressemblait pas à Philae, mais elle était plus élevée et assez longue pour y réinstaller le sanctuaire. Pour aplanir Agilkia et lui donner le profil de Philae, on l'a remodelée à coups d'explosifs et à l'aide de bulldozers. Un chantier proprement pharaonique. Une fois les travaux de terrassement achevés, la dernière étape du sauvetage a pu commencer. Sous le contrôle de l'administration des antiquités égyptiennes, les archéologues ont reconstruit les temples pierre par pierre en respectant l'emplacement des édifices. Cette carte est extrêmement précieuse pour nous parce que c'est la copie du plan d'origine de l'île. Lorsque le temple a été déplacé de Philae à Agilkia, ce document a permis de respecter parfaitement les dimensions et les distances. On l'a trouvé tel quel. Il a été établi au temps des Ptolémées. On a suivi ce plan quand il a fallu démonter et relocaliser le monument sur l'île d'Agilkia. Mais les chercheurs se sont heurtés à des interrogations majeures. Quel Philae fallait-il reconstruire? Sur quelle période de sa longue histoire se concentrer? Fallait-il remettre dans leur état d'origine les reliefs des temples qui avaient été volontairement abîmés au cours de l'Antiquité tardive? Au 1er siècle de notre ère, une religion nouvelle se répand dans tout l'Empire romain. Le christianisme, tantôt toléré et tantôt réprimé par Rome, gagne l'Égypte et bouleverse les structures religieuses du pays. En 313, l'empereur Constantin accorde une existence légale au christianisme. Dès lors, cette religion va se répandre dans le bassin méditerranéen. Et contrairement aux mentalités religieuses polythéistes, la foi en un Dieu unique implique le rejet de toutes les idoles, donc de tous les autres dieux. En 392, l'empereur Théodose interdit les cultes païens. Peu après, les temples égyptiens sont fermés ou convertis en églises. Dans les années qui suivent, une vague de destruction s'abat sur les sanctuaires des divinités égyptiennes. Le grand temple d'Horus à Edfou, avec ses innombrables bas-reliefs, n'échappe pas à la vindicte du nouvel ordre religieux. En certains lieux, les figures des dieux, symboles de l'idolâtrie égyptienne, sont martelées.
En Nubie, le clergé des anciens sanctuaires résiste. Le peuple des Blémis obtient pour un temps l'autorisation de vénérer Isis. Une fois par an, il peut acheminer la statue de la déesse jusqu'au temple de Basse-Nubie. Mais vers 537, sur ordre de l'empereur Justinien, le culte d'Isis est définitivement interdit. Philae devient alors pleinement un lieu de culte chrétien. Là encore, les chrétiens effacent les symboles de l'ancienne religion pour y graver les leurs. Dans les salles hypostyles, ils ont laissé leur empreinte, comme cet autel gravé d'une croix copte et une petite niche dans laquelle était peut-être déposé un tabernacle et des instruments de culte. La situation isolée de Philae l'avait jusqu'alors protégée des déprédations. Mais au cours des siècles suivants, les représentations polythéistes sur les colonnes et sur les murs des temples sont victimes de destruction. Sur la rive ouest de Philae, un petit monument était aligné sur le sanctuaire d'Osiris de l'île de Bigé. La porte d'Adrien, construite à l'époque romaine, est gravée de textes hiéroglyphiques. L'un d'entre eux a tout particulièrement éveillé l'intérêt des égyptologues. Si cette porte d'Adrien est célèbre, c'est en raison de l'inscription hiéroglyphique qu'on voit sur ce mur et qu'on peut assimiler à un graffito. C'est le dernier hiéroglyphe connu de l'histoire, du moins le dernier qu'on puisse dater avec certitude. Et si on connaît la date, c'est parce que l'inscription est composée d'une partie en démotique. Toute cette scène, avec cette représentation d'un dieu, fait partie du même contexte. En combinant les éléments de datation, nous pouvons établir que ce graffito est de l'an 394. Les hiéroglyphes vont tomber dans l'oubli pour près de 1500 ans. Et bientôt, la langue des anciens Égyptiens va disparaître à son tour. Au 7e siècle, la conquête arabe soumet l'Égypte. À Philae, le temple d'Isis est abandonné. On voit quelques maisons s'élever parmi les monuments en ruine. La statue du culte d'Isis a disparu. Peut-être a-t-elle été emportée très loin en Nubie par les derniers adorateurs d'Isis, cachés dans le désert, ou encore sur l'une des îles qui ont été submergées par les eaux du Nil. « 10 mars 1980. Des personnalités du monde entier participent à l'inauguration du sanctuaire de Philae, sauvé des eaux. On célèbre ainsi la plus grande opération de sauvetage de monuments de tous les temps. Pour sauver les principaux monuments de Libye, que les eaux du Nil allaient alors inexorablement recouvrir, il fallait que fût mobilisée dans le monde entier une somme de talents, d'énergie, d'expérience et de capitaux que seul un prodige pouvait réunir. Ce prodige a eu lieu. C'est celui de la solidarité internationale. L'opération a été un immense succès, grâce à la mise en œuvre de solutions techniques inédites et le concours de milliers de personnes, ouvriers et ingénieurs sur le terrain. En accord avec l'UNESCO, l'Égypte a finalement décidé de présenter Philae dans l'état le plus proche du site avant son sauvetage. Depuis, l'île attire des visiteurs du monde entier. Ils peuvent admirer la beauté de monuments élevés pour l'éternité et s'imprégner de la magie de ces lieux chargés d'histoire. Au terme d'une épopée exceptionnelle, Philae et ses temples se reflètent aujourd'hui de nouveau dans l'eau du Nil, comme au temps des pharaons.